Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 76 je crois. C'est la deuxième fois que je recommence cette vidéo parce que j'avais oublié de lancer l'enregistrement de mon micro, donc c'est génial. Si seulement j'avais mis au moins un micro potable sur l'appareil photo pour pouvoir utiliser ce son là, mais non, j'ai oublié, donc yay! Dans tous les cas, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. On va commencer directement par la grosse actualité de la semaine. Je vais essayer de résumer par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois parce que j'ai pas envie de redire exactement les mêmes choses. Donc, on a à nouveau une news sur l'article 13. L'article 13, je vous rappelle, c'est un des articles qui porte assez bien polémique sur la nouvelle loi de protection des ayants droit européenne. Cette loi qui est encore, enfin, cette nouvelle loi qui est encore en train d'être mise en place. Alors, elle doit faire plusieurs votes. Je sais plus combien elle a fait exactement de votes jusqu'à maintenant. La dernière fois qu'on avait parlé, elle avait passé un des premiers votes importants, mais elle devait encore faire 2 votes, si je me souviens bien. Donc si quelqu'un sait exactement où elle en est, dans combien de temps elle va vraiment être mise en place, merci de le mettre dans les commentaires. Dans tous les cas, la raison pour laquelle ça a ressorti d'un coup, c'est tout simplement pour la simple et bonne raison que YouTube a mis quelque chose en ligne. Ils ont mis un blog post écrit par la CEO de YouTube, et ils ont mis aussi cette page, vous pouvez trouver Save Your Internet, vous avez pas mal d'informations là-dessus, je vous la mettrai dans la description, je vous la recommande chaudement de la lire, il y a pas mal d'informations assez intéressantes. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, donc l'article 13 est toujours aussi mauvais que quand on l'avait déjà vu la première fois. Le truc, c'est que la raison pour laquelle beaucoup de gens en parlent, c'est dans le blog de YouTube, ils ont indiqué que si l'article 13, en particulier comme il est actuellement, passerait dans la législation européenne, eh bien, il devrait restreindre le contenu que les gens peuvent voir en l'Union européenne. Pourquoi? Parce que l'article 13, globalement, oblige n'importe quel site web à vérifier dès qu'un contenu est posté s'il y a peut-être, je dis bien peut-être, un contenu copyrighté dedans. Donc ça va beaucoup plus loin que le système actuel de YouTube. Le système actuel de YouTube, si vous uploadez une vidéo, il va scanner la vidéo, voir s'il y a du contenu copyrighté. Mais le contenu copyrighté qu'il cherche, il le connaît déjà. C'est parce que le ayant droit, moi si j'ai fait une musique, je vais sur YouTube, je fais voilà ma musique, regardez si quelqu'un l'utilise dans ses vidéos. S'il l'utilise, ben, ne faites rien, ou alors monétisez la vidéo pour moi, ou alors bloquez totalement la vidéo. Donc vous avez le choix en tant qu'ayant droit. Sauf que là, non. Ce qu'ils veulent, dans l'article 13, c'est globalement que peu importe ce qui est uploadé sur n'importe quelle plateforme, ça doit être vérifié au moment où c'est uploadé. Et c'est abusé. C'est abusif. C'est genre, hey, j'ai un problème de souris dans ma maison, je vais utiliser un tank. C'est basiquement ça. C'est vraiment ça. Alors qu'à l'heure actuelle, le système YouTube, pour information, va plus loin que la loi qui est en place. Genre, YouTube est... vous avez déjà entendu souvent ça, mais YouTube est très strict là-dessus. Et là, on parle d'un truc qui est tellement strict que même YouTube fait quelque chose pour l'arrêter. Donc c'est pour dire. Euh, c'est vraiment abusif parce que, comme je le dis, le système YouTube actuel est déjà enfin, il favorise tellement déjà les ayants droit que, selon moi, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, en fait. Il pourrait demander au site web, justement, d'avoir un système comme YouTube, parce que certains sites web n'en ont pas un système comme YouTube. Donc s'ils demandaient un système au moins comme YouTube, où il y a une vérification automatique des contenus quand ils sont mis en ligne, et qu'on vérifie selon ce que les ayants droit sont venus soumettre, moi, je trouverais ça logique. Parce que c'est logique. C'est genre, si vous avez créé quelque chose et que vous voulez que son droit soit respecté, vous devez le faire, selon moi, comprendre. Parce que dès que vous postez quelque chose en ligne, il faut faire comprendre que c'est un contenu copyrighté, que vous voulez pas que n'importe qui le mette sur leur site web ou autre chose. Et le truc, c'est que ça ne demande pas non plus énormément d'efforts, parce qu'il n'y a pas... Par exemple, YouTube, et genre l'outil YouTube pour les créateurs de contenu, merci la notification, n'est pas si compliqué à utiliser. C'est plutôt rapide même. Évidemment, ça prend un peu de temps, mais je pense que chacun doit un peu travailler. Les gens doivent faire attention à ce qu'ils mettent en ligne, et les ayants droit doivent bien enregistrer leur contenu qu'ils veulent vraiment protéger pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'ils veulent protéger. Donc ouais. Pour vous faire un peu une image de ce qui se passe à l'heure actuelle, en quelque sorte, comme je l'ai dit, c'est comme si vous avez un problème de souris, sauf que YouTube avait déjà mis en place des pièges à souris, et ils avaient même utilisé du poison à souris, qui avait même tué un chat. Le chat, ce serait les YouTubeurs qui utilisent pourtant les contenus
d'une manière respectueuse et qui est selon la loi, donc ils ont le droit d'utiliser des contenus modifiés. Par exemple, si moi je fais un commentary d'un trailer, j'ai le droit. Si je fais une review d'un film, j'ai le droit d'utiliser des images du film. C'est un contenu transformatif, comme on appelle. Le JDG plutôt, est souvent la cible de ayants droit, même de faux ayants droit, qui copyright strike ces vidéos parce qu'ils utilisent ce genre de choses. C'est pour dire. Donc là, comme je vous dis, à l'heure actuelle, YouTube est dans un cas où ils ont déjà mis en place des pièges à souris, ils ont même utilisé du poison qui a tué d'autres animaux sans faire exprès, et il y a l'Union Européenne qui est en mode ça ne suffit pas, il nous faut un tank. Et basiquement, le tank va passer sur la maison et totalement la détruire. C'est ce qui va se passer si ça passe. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Écrire à votre parlementaire européen si vous êtes belge, français, si vous êtes luxembourgeois, si vous êtes... Il n'y a pas d'autres pays francophones en Europe. Si vous êtes marocain, si vous êtes suisse, ça ne vous concerne pas. Genre, vous pouvez littéralement être en mode ça ne me concerne pas. Donc voilà, ma foi, bonne chose pour vous, je suppose. Surtout les Suisses, parce qu'eux, ils sont basiquement au centre de l'Union Européenne et ils n'ont pas le droit, enfin, ils n'ont pas besoin de respecter les lois, donc parfois, c'est pas mal pour eux. En plus, ils peuvent se déplacer librement dans l'Union Européenne, donc ma foi, bien pour vous, je suppose. Dans tous les cas, oui, si vous êtes français ou belge ou luxembourgeois, donc c'est les 3 pays francophones européens, ou en tout cas qui ont des francophones, vous devez écrire à votre parlementaire européen. Il y en a plusieurs par pays, évidemment, ça semble logique. Je ne sais plus combien il y en a en France, je ne sais plus combien il y en a en Belgique, ni au luxembourgeois, je vais être très honnête. Je ne sais plus aussi comment on trouve leurs informations. Donc si quelqu'un a un site web pour faciliter ça, merci de le poster. Et aussi, si vous leur écrivez, ce n'est pas pour les insulter. On est là pour avoir un débat constructif, et surtout pour donner, vous devez donner votre avis. Vous êtes en mode, je ne veux pas que la loi, je ne sais plus exactement d'ailleurs le nom de la loi, mais je ne veux pas que la loi sur la protection du contenu copyrighté sur Internet, et tout particulièrement l'article 13, soit votée en l'état actuel parce que elle ferait trop de restrictions à la liberté d'expression littéralement en ligne, parce que c'est vraiment un gros problème. Parce que si je suis en mode, ok, je vais critiquer ce que quelqu'un a dit, et pour critiquer ce que quelqu'un a dit, vous allez utiliser peut-être des images de cette personne. Copyright strike, vous n'avez pas le droit avec l'article 13. C'est un gros problème, c'est vraiment un gros problème. Je fais une review de film. Pas le droit, article 13, vous utilisez des images copyrightées, ça doit être vérifié directement, vous devez avoir les droits d'utiliser chaque image de chaque truc. Vous avez un logo copyrighté sur une image ou autre chose, vous devez avoir le droit. Donc oui, c'est à ce point-là, hein. Genre, il demande littéralement que chaque vidéo soit scannée pour n'importe quel contenu copyrighté qui pourrait exister. C'est même pas qui existe, qui pourrait exister. Donc ouais, c'est vraiment abusé. Donc voilà, j'en dirai pas plus, vous allez en entendre encore beaucoup parler dans les semaines à venir, ne vous inquiétez pas. Donc merci à ceux qui proposent justement des liens et tout ça pour remettre en contexte certaines choses, ça peut beaucoup aider. Comme je le dis, je ne suis pas encore totalement renseigné là-dessus. Je prends un peu ça, j'en avais parlé par le passé, mais voilà, tellement longtemps que je ne me souviens plus exactement de certains trucs, donc je vais me renseigner à nouveau à fond là-dessus pour vous, pour la semaine prochaine, pour parler en détail vraiment de ce que vous pouvez faire, surtout je pense que c'est le plus important, parce que je le dis clairement, c'est très mauvais. Et comme YouTube, ce qui a lancé un petit peu tout ça à nouveau, c'est justement le post de YouTube, parce qu'ils disent littéralement que si ça arrive, ils vont juste bloquer du contenu, genre... Moi, si j'upload une vidéo qui pourrait avoir du contenu copyrighté, elle va être automatiquement bloquée dans l'Union Européenne pour pas que YouTube prenne des risques, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire attaquer en justice, tout simplement. Et je les comprends, en fait. Je les comprends vraiment. Imaginez la quantité d'argent qu'ils pourraient devoir payer si juste parce qu'il y a quelques vidéos avec un logo caché en arrière-plan. C'est abusé. Ensuite, prochaine news, c'est au niveau du Red Hydrogen One. Le Red Hydrogen One, j'en avais pas... Enfin, je suis très honnête. C'est un téléphone qui avait été annoncé il y a tellement longtemps, qui a finalement sorti, que vous pouvez l'acheter. Il y a eu des reviews et tout ça, mais genre j'ai basiquement oublié parce qu'il est inintéressant. Genre c'est vraiment inintéressant. En gros, c'est un téléphone haut de gamme avec Snapdragon 845, tout le tralala, hein, vous avez l'habitude, fait par Red. Red est une compagnie qui fait des caméras professionnelles, genre vraiment cinéma. Mais pas mal utilisé par des youtubeurs. Pour vous dire, ils ont des caméras qui vont jusqu'à 40 et des 1000 euros, vraiment, et qui filment en 8K 60 fps. Oui, what the fuck, ça sert à quelque chose? Apparemment oui, je ne vois pas trop l'utilité pour le moment en tout cas.
Mais vous pouvez le faire, et certains youtubeurs s'amusent à les acheter et tout ça. Bon, il y a des versions plus basses aussi, hein, genre beaucoup moins genre incroyables ou autre chose, mais qui sont déjà pas mal. Donc Red a vraiment une énorme réputation, surtout sur internet, surtout auprès des youtubeurs, comme étant les meilleures caméras. C'est vraiment ça. C'est pas forcément les meilleures caméras, mais ils ont cette réputation-là pour beaucoup de gens. Et du coup, quand ils ont annoncé un téléphone, les gens étaient en mode, ça va être génial. Juste, on va se retrouver avec un bon smartphone et qui peut filmer des sacrées vidéos. Ça va être génial. Et puis c'est rien passé pendant 1 an, pratiquement 2 ans. Et puis finalement, on a eu quelques vidéos. Et puis maintenant, on a enfin la vraie sortie avec les reviews. Et il est décevant. Il est décevant. Pourquoi? Parce que, basiquement, ça reste un téléphone haut de gamme, mais avec un design un peu old school. Comme vous pouvez voir, il a des énormes bordures en bas et en haut, avec des speakers. Les speakers, d'ailleurs, sont apparemment décevants, donc ces bordures ne servent à rien, parce que même des téléphones avec des speakers vers le bas auraient un meilleur son. Il a aussi une qualité de construction qui est un de ses gros points positifs. Genre, vraiment, il est très bien construit comme un tank. Pour, petite analogie par rapport à avant. Malgré le fait que, par exemple, vous avez un truc, un faux... ils ont dit que ça, c'était, par exemple, des trucs en Kelvar ou je sais pas quoi, alors que c'est clairement une imitation de fibre de carbone, donc je comprends pas trop. Et basiquement, c'est juste un skin. Donc, vous voyez là, à l'arrière de mon téléphone, j'ai aussi un skin, c'est juste un vinyle. C'est juste un skin. Donc, c'est pas de la vraie fibre de carbone ou autre chose. Donc, voilà, à part ce point négatif dans la construction, c'est un téléphone très bien construit et plutôt résistant en réalité. Donc ça c'était pas mal. Pour le reste, c'est décevant parce que... non, 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 attendez, la pire, non. Il n'a pas un Snapdragon 845, il a un Snapdragon 835. Parce que quand ils ont commencé à designer le téléphone, on était en 2017, donc il y avait le Snapdragon 835. Donc oui, ça c'est encore un des trucs les pires. Oui, il a un téléphone de l'année... Il a un processeur de l'année dernière. Vous allez me dire, oh, c'est pas très grave, il est quand même puissant. Oui, mais il sort en 2018 alors qu'il y a d'autres téléphones très bons à côté et surtout il sort à 1295 $. Ça, c'est un des deuxièmes points vraiment négatifs après justement le fait que les specs sont pas hyper intéressantes pour le prix. Le prix est juste énorme. Troisième truc négatif, l'écran qui est censé être en 3D autre chose, juste gimmick, sert à rien. Genre vraiment ça sert à rien. Et le plus gros point négatif, c'est qu'il est juste décevant en vidéo. Pourquoi? Parce qu'il utilise des capteurs comme n'importe quel téléphone mobile. Il utilise des capteurs Sony comme n'importe quel téléphone. Les pixels et tout ça, tout le monde utilise pratiquement des capteurs Sony. Donc oui, même si Sony ne fabrique plus de téléphones, ma foi, ils peuvent... Enfin, presque plus de téléphones, ils peuvent toujours vendre des trucs, ma foi. Donc dans tous les cas, il utilise les mêmes capteurs que n'importe quel autre téléphone. Donc niveau qualité, c'est la même chose. Et c'est même pire en fait. Genre il y a des téléphones qui ont une bien meilleure qualité. Les pixels et tout ça. Et le truc c'est il faut les comparer parce que ce téléphone coûte tellement cher qu'il coûte plus cher qu'un iPhone. Bon, peut-être pas les plus grands iPhones, mais il coûte plus cher qu'un iPhone. Il coûte plus cher qu'une Galaxy Note 9. Il coûte plus cher que n'importe quoi. Et il est décevant. Et c'est décevant. Pourquoi? Parce que c'est l'un des points qui devait être bon en fait avec ce téléphone. C'est fait par une compagnie qui fabrique des capteurs vidéo, qui fabrique des caméras professionnelles à 40 000 €. Pourquoi ils sont pas fichus de faire leurs capteurs eux-mêmes? Pourquoi? Et on pourrait vraiment se le demander, pourquoi ils peuvent pas faire leurs capteurs eux-mêmes? On sait pas. Ils ont quand même teasé, et ça, il y a des gens qui sont un peu en mode, oui, mais ils pourraient être bien parce que ils ont un système d'accessoires, il y a des pins à l'arrière, comme vous pouvez voir, l'accessoire se met par-dessus, et il y avait un des schémas qui montrait, où il montrait basiquement la même chose qu'un vrai appareil photo, donc un vrai appareil photo, j'en ai un justement ici, un vrai appareil photo, vous avez, si vous enlevez l'objectif, vous avez le capteur en dessous avec une fixation en métal, comme vous pouvez voir, et c'est basiquement ce que montrait cet accessoire. Sauf que, évidemment, c'est juste un schéma. Ça ne veut pas dire que ça va sortir, ça ne veut pas dire si ce sera bon ou autre chose. Mais bon, et c'est ce que les gens attendaient. Et finalement, même moi, je suis en mode... Soit ils auraient dû sortir un téléphone avec leur propre capteur photo directement intégré au téléphone, et genre peut-être avoir un téléphone qui est un peu plus épais au niveau de l'appareil photo, c'est pas un problème. Ou soit ils auraient dû sortir l'accessoire avec le bon capteur photo en même temps que le téléphone. C'est pas le cas, et c'est juste décevant, et c'est genre... Je suis désolé, n'achetez pas ce téléphone. Il y a aucun point positif à ce téléphone. Il n'y a rien du tout.
À part s'il baisse énormément de prix, il n'y a aucun avantage à le prendre, donc ne le prenez pas et juste raid. J'espère que vous sortirez un accessoire qui justifiera l'existence de ce téléphone d'ici quelques mois, mais vous auriez déjà dû le sortir voilà quelques temps, parce que c'est décevant. C'est vraiment décevant. Ensuite, en parlant de quelque chose qui est beaucoup moins décevant, on est toujours au niveau téléphone, je vous rappelle, table des matières dans la description si vous voulez passer directement aux news hardware ou autre chose, ou des news en rapport avec l'espace, oui, il y en a un peu plus tard. Dans tous les cas, on a eu un leak d'un possible nouveau Google Pixel, pas un Pixel 4. Ici, on parlerait d'un Google Pixel milieu de gamme qui serait moins puissant, aurait une construction plastique à l'arrière, mais pourrait avoir le même capteur photo que le vrai Google Pixel 3. Et ça, c'est très intéressant. Ce leak vient de la personne qui avait déjà leak le Pixel 3, donc ça, c'est plutôt un point positif parce que ce qu'il avait leak s'était révélé être totalement vrai. Donc s'il a à nouveau un leak, c'est déjà un peu plus vérifié qu'un truc qui sortirait de nulle part. Et du coup, on voit un peu le design du téléphone, comme vous pouvez voir. Il a un jack, vous voyez, c'est assez ironique. Il a une construction, comme j'ai dit, à l'arrière plastique, mais il a quand même un rail en métal long. Enfin, il doit avoir du métal quand même pour le renforcer à certains endroits. Il a évidemment quand même une protection. Enfin, c'est quand même du Gorilla Glass à l'avant et tout ça, donc ça reste bon, quoi. C'est juste un peu un téléphone comme on en construisait en 2015. Sauf que à côté de ça, il a à l'intérieur des spécifications qui seraient 2018. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui voulaient basiquement ça. Il y a des gens qui ne veulent pas le téléphone le plus beau au monde, ils veulent juste un téléphone qui marche bien. Et les Google Pixel marchent bien, ils sont très optimisés, ils sont très fluides, ils ont des excellents capteurs photo malgré qu'ils en ont qu'un, et ça marche plutôt bien. Donc les gens sont plutôt... il y a beaucoup de gens qui seraient hype. Donc l'écran est 5,5 pouces, LCD au lieu de OLED évidemment. Il utiliserait un Snapdragon 670, donc c'est pas aussi puissant qu'un 845 évidemment, mais le truc c'est que déjà si le téléphone coûte beaucoup moins cher, c'est un point positif parce que moi je vais être très honnête, vous n'avez pas besoin du plus gros processeur qui existe, surtout si ça vous permet d'économiser en batterie et en prix, donc ça c'est très intéressant. À voir évidemment ce que ça pourrait donner, mais je peux vous dire que le 670 est quand même assez puissant, et surtout c'est Google, ils vont optimiser les choses pour que ce soit fluide, et ça, je leur fais confiance là-dessus. Ce téléphone devrait bien tourner. Et si en plus il a le même capteur photo que le Pixel 3, ce serait un véritable bon deal. Pourquoi? Parce que je sais qu'on répète souvent une caméra importante dans les téléphones. Je sais que tout le monde n'utilise pas sa caméra dans son téléphone. Mais pour beaucoup de gens, un téléphone doit juste être fluide. Il doit juste tenir niveau batterie et il doit avoir un bon appareil photo. C'est vraiment les trois piliers pour beaucoup de gens d'un bon téléphone. Performance, prix et caméra. Et aussi performance, j'ai inclus aussi la batterie. Bon là, il utilisera apparemment une batterie de 2915 mAh, c'est un peu en retrait par rapport à d'autres smartphones et tout ça. Après, s'il utilise un écran, comme j'ai dit, plus basse résolution, un Snapdragon un peu moins puissant, mais qui consomme surtout moins, euh, ça pourrait passer, ça pourrait passer. Bien que je trouve que c'est un peu bas quand même. Je pense qu'ils auraient dû pousser vers un 3200 mAh juste pour avoir un petit peu plus. Ça change pas énormément, mais c'est ce qui pousse un petit peu plus pour que les gens... Rien que le mettre à 3000, en fait, les gens étaient en mode 3000, ça va, c'est plus haut que 2900. Mais bon, ça c'est évidemment juste l'impression mentale. Sinon, ouais, on ne sait pas comment il s'appellera, on ne sait pas le prix. On peut avoir un Pixel 2 pour 649$ apparemment, donc il sera en dessous de ce prix-là certainement, parce que sinon ce serait ridicule. On peut avoir aussi un iPhone 7 pour 449$ qui serait très bon à côté, donc on ne sait pas. Selon moi, il devrait coûter beaucoup moins cher qu'un... Selon moi, il devrait le faire à 402$, vraiment. Genre, moins cher qu'un OnePlus 6T, ou sinon ça n'a aucun intérêt. Surtout que vous pouvez avoir des très bons téléphones, vous pouvez avoir le Pocophone, qui est un assez bon téléphone. Bon, là il est un peu moins bon niveau caméra, même si ça reste honnête. Et le Pocophone, lui, est vendu genre 300 balles, donc bon, ils peuvent pas atteindre évidemment le niveau du Pocophone, mais ils pourraient atteindre selon moi les 400. Ce serait déjà très très bon, surtout s'il y a le capteur photo, 400, 450, ce serait parfait. En dollars, je te donne le prix, parce qu'évidemment, ils vont le reconvertir en euros et augmenter le prix, mais bon. Donc ouais, à voir. Après, évidemment, au niveau design, on va être très honnête, il est plutôt ennuyant. Hein. Genre, c'est Halo 2014, on voudrait récupérer notre téléphone. Hein. C'est vraiment ça. Prochaine news. Passons à une news plus marrante. Enfin, la dernière, ça allait encore. Mais là, vraiment marrante. Surtout par rapport à la première news de la vidéo. Essential, qui est la compagnie qui a sorti le téléphone avec
une notch, si vous vous rappelez, hein, le Essential Phone, voilà un petit moment maintenant, qui était un assez bon téléphone, un peu cher, mais qui avait un design plutôt sexy. Et du coup, pas mal de gens l'aimaient assez bien. Il a baissé de prix, il était plutôt intéressant. Et du coup, ils ont sorti un nouvel accessoire pour leur Essential Phone. Donc ça, bah, génial, si vous avez un Essential Phone, c'est bien d'avoir la possibilité d'acheter un nouvel accessoire, parce qu'ils avaient mis un petit port d'accessoire en haut. Je vous rappelle, il y a deux petits pins, comme vous pouvez voir à l'arrière ici, qui se fixent à deux petits pins à l'arrière du téléphone. Génial. Sauf que cet accessoire, comme vous pouvez le voir, il rajoute un jack. Le jack qu'ils avaient enlevé au téléphone. Parce que courage, je suppose, ou parce qu'ils n'avaient pas de place, entre guillemets. Même si, on va être très honnête, ils avaient clairement la place. Peu importe. Il avait enlevé. Euh, et maintenant, ils refont un accessoire à 150 balles pour le revoir. Alors, c'est pas totalement, on va dire, problématique parce que c'est pas juste un jack, il y a un DAC intégré, donc ça c'est plutôt cool quand même. Un DAC, c'est pour, ça vous permet d'amplifier le signal en sortie du téléphone, aussi le corriger s'il avait quelques problèmes, le réajuster au niveau des EQ, mettre un peu plus de basse par exemple, ou des trucs dans le genre. Donc un DAC c'est quand même pas mal. Un bon DAC surtout c'est quand même pas mal. Mais le problème c'est que un bon DAC ça coûte pas 150 balles. Et surtout ça ne dépasse pas du téléphone comme si c'était genre je sais pas, franchement, je sais pas, ça dépasse pas comme ça dans tous les cas. Donc, ouais, c'est. L'accessoire est ridicule, il est ridiculement trop épais pour ce qu'il offre, parce que, enfin, voilà, hein, pourquoi la boîte est aussi épaisse, quoi. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se le demandaient, justement. C'est juste, c'est. Voilà. Donc, beaucoup de gens étaient un peu déçus de voir ça, et plutôt rigolaient de voir ça, parce que c'est juste, c'est. Genre, ils ont le courage d'enlever le jack, et puis finalement, ils font un accessoire à 150 balles pour leur avoir. Donc, si vous voulez vraiment un DAC, et si même vous avez un Essential Phone, n'achetez pas ça. Vous pouvez acheter des DAC en USB type C, qui marchent très très bien, qui vont dépasser en dessous du téléphone, mais honnêtement, je préfère que le truc dépasse en dessous du téléphone que littéralement à l'arrière comme ça, on va franchement être honnête, qui vous permettront d'avoir un jack amplifié. Du coup, si vous avez un casque, par exemple, un casque plutôt haut de gamme, un Sennheiser HD 650 par exemple, que j'utilise personnellement, vous avez forcément besoin d'un DAC pour le faire fonctionner correctement, parce que la sortie du téléphone n'est juste pas suffisante. Donc, voilà, il y a des bonnes alternatives. S'il y en a qui connaissent des bons DAC en USB type C, ou en micro USB, ou en Lightning, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Évidemment, si vous n'êtes pas affilié à la marque ou autre chose, parce que si vous faites juste de la pub, ça ne va pas. Mais bon, voilà, si vous avez des bonnes alternatives, je m'y connais pas trop en DAC mobile, je vais être très honnête. Je m'y connais un peu en DAC bureau, j'en ai un justement qui est juste devant mes yeux. Enfin, c'est pas vraiment un DAC. DAC, c'est un peu plus, ça va un peu plus loin. Moi, j'ai une interface plus un amplificateur, et basiquement, un DAC, c'est un peu la même chose en quelque sorte. Donc voilà, c'est ridicule. C'était juste la news marrante en fait. Ok, passons au niveau hardware. Je pense qu'il y a des gens qui l'attendaient. Bon, après, vous pouvez sauter dans la table des matières. La RX 590 est sortie, on a plein d'informations dessus. Je tiens à préciser que j'ai fait une petite erreur dessus. Je croyais qu'elle avait plus de stream processeur qu'une RX 580. Ce n'est pas le cas. Je croyais qu'elle avait autant que la RX 580 qui existe dans la Xbox One X. Ce n'est pas le cas, ce qui est assez dommage en fait. C'est principalement juste une gravure plus fine, donc en 12 mm, et un overclock. C'est basiquement la différence justement avec Polaris 20 qui est sur la RX 580. Ça reste une RX 580 overclockée avec un meilleur processus de gravure. Du coup, il y a des reviews qui sont disponibles. Elle est plutôt... Elle n'est pas incroyable, elle est plus performante, mais elle n'est pas incroyable. Et finalement, son plus gros problème, et beaucoup de gens se sont demandé, c'est pourquoi ils l'ont mis à 279 $. Pourquoi? What the fuck? C'est genre, s'il l'avait mis au même prix que la RX 580, il aurait vendu sans problème. Elle aurait volé en dehors des shelves, j'allais dire en anglais. Elle aurait volé en dehors des rayons, ça aurait été nickel. Et là, ils l'ont mis... En fait, ils l'ont mis tellement plus cher que ça compense à peine le gain de performance, et c'est juste genre... Bah, génial, oui, elle est 12% plus performante, mais elle coûte plus de 12% plus cher. Donc, à ce prix-là, je prends une RX 580 et je l'overclock, parce que vous pouvez toujours faire ça. Hein. Là, on parle d'une RX 580 non overclockée par rapport à une RX 590 non overclockée, enfin, qui est techniquement overclockée. Donc, ouais,
C'est décevant, c'est décevant. Et je vous rappelle aussi que la RX 580 était déjà aussi une RX 480 juste avec quelques trucs changés et basiquement un overclock. Donc c'est un overclock d'overclock. Ou c'est un refresh. Donc ouais, AMD, vous faites des très bons processeurs en ce moment. Par contre, niveau carte graphique, il serait peut-être temps de faire quelque chose d'intéressant. Au moins s'ils avaient fait le full Polaris, donc avec le full, des full 2500, il me semble, stream processeur, avec cette fréquence-là, elle aurait eu 20 à 22% de performance en plus. Elle aurait été géniale, franchement, même à ce prix-là. Mais là, à l'heure actuelle, non. Acheter des RX 580, elles sont très peu chères en ce moment. Regardons d'ailleurs. RX 580, top achat. Je regarde vite fait top achat. Vous pouvez regarder sur le site que vous voulez. Ouais, 249 euros. Donc, ouais, il n'y a pas de comparaison. Et si on regarde la RX 590, qui, je vous rappelle, est annoncée à 279 $, donc ce sera à mon avis 290 des euros, hein, à coup sûr. Si on regarde sur justement top achat, il y en a une de chez justement Saphir, 300 euros. Yep. Et je vous rappelle que vous pouvez avoir une GTX 1060 qui est globalement à peu près au même niveau de performance pour certainement moins cher. Là, on regarde la version 6 Go, très important, la version 6 Go. Ah oui, il y a carrément une promotion avec un tapis RGB. Bon, je m'en fous du tapis RGB, elle est à 219 euros. Bon, si vous regardez cette vidéo, vous devrez normalement la regarder. Il restera plus qu'un jour. C'est une très bonne offre. Si vous devez acheter une carte graphique, c'est une très bonne offre. Même si vous n'aimez pas la marque KFA2, c'est une très bonne offre. Ou sinon, si on regarde d'autres marques, même juste, regardons une marque plus sérieuse, 289 euros, c'est moins cher. Donc ouais, n'achetez pas la RX 590 à ce prix-là. Si elle est à moindre prix, genre si elle est au même prix qu'une RX 580 et qu'elle est moins chère qu'une 1060 6 Go, allez-y. Sinon, évitez. Ensuite, tant qu'on est au niveau carte graphique, le premier jeu qui supporte la nouvelle technologie de ray tracing de Nvidia est sorti, c'est Battlefield 5 pour information. Alors, en réalité, Battlefield 5 était déjà dispo avant, mais c'est juste que maintenant on peut vraiment utiliser les fonctionnalités RTX, surtout qu'il fallait la dernière mise à jour Windows pour en profiter. Donc si vous avez une RTX, il faut faire la dernière mise à jour Windows, qui ne devrait plus supprimer vos fichiers d'ailleurs au passage, donc merci Microsoft je suppose. Et du coup, c'est enfin disponible et ça marche, mais ça vous enlève 3 fois votre FPS. Genre, vous avez plus qu'un tiers de votre FPS. Donc, ça marche, mais à quel prix? C'est même au point, vous avez une très bonne vidéo d'Hardware Unbox, je vous la recommande chaudement, où déjà il montrait les différents niveaux de qualité. Donc, vous avez juste les fonctionnalités RTX off, vous avez en low, et puis vous avez en ultra. En low, en gros, vous avez des meilleurs reflets avec l'eau. En ultra, vous avez des meilleurs reflets avec l'eau sur les fusils et sur la boue et toutes les surfaces pratiquement. Donc, il vaut mieux avoir le ultra évidemment. Le low est bien, mais vous n'avez pas tout quoi. Donc là, vous voyez que. Bon, là, c'est des faux reflets hein, pour information. Ça, c'est des faux reflets vite fait calculés. C'est pas du vrai ray tracing. C'est ce qu'on a actuellement dans les jeux vidéo. Et ça marche plutôt bien, on va être honnête. Surtout d'un point de vue performance. Mais là c'est le vrai ray tracing. Sauf que, comme j'ai dit, niveau performance, vous avez des chiffres qui sont donnés, qui sont justement là, voilà, il me semble, voilà. Donc c'est le DXR que ça s'appelle comme paramètre graphique, hein, ça s'appelle pas RTX ou Ray Tracing, c'est DXR. Donc vous voyez que le DXR en 1080p, sur une RTX 2080 Ti, donc la plus haute, à 1200 euros, si vous n'avez pas de l'option activée en 1080p, vous faites du 150 fps. YOLO, nickel. En low, vous faites du 72 fps. Et en ultra, vous faites du 49 fps. Avec une carte graphique à 1200 euros. Donc, la technologie est cool. Ne me trompez pas là-dessus. C'est cool. Mais c'est la première génération et cette première génération n'est pas intéressante pour jouer. Parce que là, on est en 1080p. Donc ça veut dire que, ok, vous avez des magnifiques reflets, mais vous devez jouer dans une résolution hyper basse. Donc, genre, si vous achetez une carte graphique aussi chère, vous l'achetez pas pour jouer en 1080p, on va être très honnête. Surtout que vous voyez qu'en 1440p, elle tourne à 124 fps, donc ça veut dire qu'en 4K, elle tourne à plus de 60 fps. Et à mon avis, il vaut mieux jouer au moins en 1440p au taux de rafraîchissement, genre 100 fps, enfin un écran 100 Hz, avec des meilleurs détails que de jouer en 1080p avec des meilleurs reflets. C'est décevant. C'est vraiment décevant, donc ouais.
On s'y attendait un petit peu, comme c'est la première génération d'une nouvelle technologie. La première génération n'est pas intéressante, la deuxième sera un peu plus intéressante, c'est à partir de la troisième où ça devrait devenir intéressant. Si les jeux continuent d'être supportés, évidemment, parce qu'il n'y a aucune garantie de ça. Ensuite, une petite news au niveau de AMD, outre le fait qu'ils ont sorti une carte graphique un peu inutile que pas beaucoup de gens avaient demandé, enfin pas beaucoup de gens avaient demandé à ce prix-là en tout cas. Il y a une news au niveau d'un Ryzen 7 3700U qui aurait été spoté dans la nature, apparemment avec un GPU Picasso. Ok. Alors, truc important, ça c'est un processeur mobile, pour information, d'où le U pour 1000, certainement. Et du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que la première génération de processeurs mobiles AMD qui est sortie, elle était sortie directement en 2700U, malgré le fait que c'était l'architecture de la première génération de Ryzen. Donc, en réalité, ce n'est pas Ryzen 2 ici, c'est Ryzen Plus. Donc, c'est la version recorrigée en 14 nanomètres. Donc, ce n'est pas ce qui a été présenté dans le dernier Texama Show au niveau des processeurs EPIC, ce n'est pas le nouveau Ryzen qui devrait être plutôt intéressant. C'est un peu décevant, mais après, ça permet quand même de... Le truc, c'est que au niveau, si vous êtes sur mobile, si vous avez un ordinateur portable, vous devez le savoir, le marché est dominé par Intel encore à l'heure actuelle parce que AMD a quand même sorti quelques processeurs, mais ils n'ont pas vraiment poussé là-dessus. Ils n'ont pas vraiment fait beaucoup de marketing, ils n'ont pas fait beaucoup de partenariats avec des marques pour faire beaucoup d'ordinateurs portables et du coup, c'est un peu une passée inaperçue, malgré qu'ils sont plutôt bons en réalité, parce que on a déjà vu, Ryzen est plutôt efficace au niveau énergétique et ça se voit encore plus dans ce genre d'ordinateur. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est du coup, c'est un refresh un petit peu, enfin, c'est Ryzen Plus, donc il y aura meilleur support de la RAM et tout ça, donc il devrait être un peu plus performant quoi qu'il arrive. Il devra avoir les mêmes fréquences apparemment, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il aura apparemment un nouveau GPU Picasso. Donc apparemment pour dessiner ça va être génial, il va faire des magnifiques peintures, un peu pixelisées, mais ça devrait être pas mal. Bon, c'est une blague par rapport à ce que fait Picasso. Donc quoi qu'il arrive, ça devrait être plutôt intéressant d'un point de vue performance graphique parce que les processeurs AMD ont des GPU beaucoup plus intéressants que les processeurs Intel. Et si vous pouvez avoir imaginez si vous pouvez avoir un bon ordinateur, un ultrabook euh, qui du coup coûte 600 €, hein. Vraiment, genre, on parle de prix intéressant, 600-700 €. Donc un ultrabook qui est dans ces prix-là, mais qui a les mêmes performances qu'un ultrabook avec un processeur Intel qui coûte 1000 € et qui en plus a des meilleures performances graphiques qui vous permet même de jouer à des petits jeux et tout ça. Moi je dis oui, moi je dis carrément oui. C'est juste, comme j'ai dit, c'est dommage que AMD ne mise pas un peu plus sur le marché mobile et n'essaye pas plus de le pénétrer parce que Intel, Intel se fait plaisir même encore à l'heure actuelle sur le marché mobile, ça je peux vous le dire. Ensuite, news au niveau de l'espace. SpaceX a eu l'autorisation du FCC. Le FCC, c'est l'organisation aux États-Unis qui régule tout ce qui vole dans les airs, en gros, pratiquement. Et du coup, encore qu'il y a aussi... Non, non, c'est pas ce qui vole dans les airs, c'est l'autre, ça. C'est la FAA? Oui. Dans le FCC, c'est tout ce qui est au niveau Internet. Je rectifie. Même s'ils auront besoin de l'autorisation de l'autre truc qui permet de parler de tout ce qui vole dans les airs. Dans tous les cas, ils ont reçu l'autorisation pour installer jusqu'à 11 943 satellites d'Internet. Oui, what the fuck? Donc c'est une augmentation de 7518 par rapport à l'autorisation de base où ils pouvaient en avoir jusqu'à 4425. Donc en réalité, ils en avaient déjà une autorisation pour pas mal. Mais maintenant, ils peuvent avoir genre tout ce qu'il leur faut pour faire la full constellation qu'ils veulent implémenter. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi SpaceX a besoin d'autorisation pareille? Parce qu'en fait, SpaceX a pour projet de faire un réseau de satellites qui permet d'avoir Internet en basse orbite, très basse orbite. Apparemment, ils seraient même à moins de 500 km de la surface. Donc, ils sont dans dans la plus basse des orbites qui est basse. Ça veut dire aussi que si le satellite n'est plus fonctionnel, il faudra juste à peine 5 ans pour qu'il se déorbite, donc il perd assez de vitesse pour commencer à pénétrer dans l'atmosphère. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui avaient peur que, bah, évidemment, s'ils mettent même juste 4000 satellites dans l'espace, je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, il n'y a même pas 3000 satellites qui tournent autour de la Terre. Ce qui est déjà pas mal en réalité, hein. Mais il y en a à peine, même pas 3000, il y en a 2000 et des, je sais plus exactement. Du coup, imaginez s'il y en a 3 fois plus, enfin oui, 3 fois plus, ça pourrait poser des problèmes au niveau débris, au niveau genre des trucs qui passent et qu'il y a des collisions et tout ça. Mais comme l'altitude est plutôt basse,
ça ne devrait pas être un problème, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'ils vont se déorbiter très rapidement, ça évitera d'avoir des déchets littéralement dans l'espace. Donc ça, c'était une première update par rapport à ça. C'est pas vraiment une update par rapport à la news. Et du coup, ben, voilà, l'altitude, elle était plus basse que 500 km, c'est même 300 et des kilomètres pour information. Donc c'est plutôt bas, c'est vraiment, vraiment bas. La station internationale est à 550 km si je me souviens bien, donc ouais, c'est pour vous donner une idée. Et elle est en basse orbite aussi, hein. Donc, ce qui est intéressant, il y a quelques specs au niveau des satellites, notamment les fréquences qu'ils utilisent. Mais ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est que aux États-Unis, Internet, c'est la misère. C'est la misère. Il y a 3 compagnies globalement qui fournissent Internet et ils ont chacun leur zone. Genre, en gros, ils sont séparés le territoire américain et ils se marchent pas sur les pieds et ils font les prix les plus hauts possibles qu'ils puissent faire imaginables. Du coup, le marché américain est vraiment, c'est la misère au niveau Internet. Et donc, SpaceX veut récupérer un marché qui est plutôt intéressant, et qui serait très intéressant même, et c'est de tout simplement fournir Internet. Un autre marché qui est très intéressant, qui on parle moins souvent dans ces news-là, c'est le marché du trading, de tout ce qui est les entreprises qui ont besoin d'une connexion très rapide. Le truc, c'est qu'actuellement, si vous devez faire genre une liaison New York-Tokyo, ça va vous prendre, je crois, jusqu'à 200 millisecondes, enfin non, 100 à 200 millisecondes, ce qui est, dans certains milieux, trop en réalité. C'est genre trop. Avec un réseau de satellites pareil, comme ils sont très bas, contrairement au réseau satellite que vous avez à l'heure actuelle, enfin, si vous connaissez Internet par satellite à l'heure actuelle, ils utilisent des satellites géostationnaires. Ça veut dire qu'ils sont à 300, enfin, pas, non, même pas à 300 km. Ils sont à des milliers de kilomètres de la surface de la Terre, ils sont même beaucoup plus loin. Et du coup, ben, ça prend du temps que le signal revienne, et donc l'Internet par satellite a beaucoup de délai. Là, on parle d'un système où les satellites sont juste au niveau, juste à peine au-dessus de l'atmosphère, en réalité. Ils sont même encore dans la couche supérieure de l'atmosphère. Et donc, la communication est très rapide. Et surtout, si vous devez communiquer avec quelqu'un autre part dans le monde, il envoie, il ne passe pas par le sol. Il envoie son signal via un laser, ou une notification. Il envoie par un laser à un autre, au prochain satellite dans la même ligne. Et du coup, ils communiquent entre eux. Vous voyez, là, il y a un petit peu des liens, mais c'est pas vraiment ça. Mais genre, s'il y a un satellite là, il va communiquer avec ce satellite là, qui va communiquer avec ce satellite là pour passer en Europe. Vous voyez, ils vont faire des relais comme ça. Et du coup, vous pourriez faire le tour de la Terre en à peine, ils avaient calculé, il me semble que c'était 60 millisecondes, quelque chose comme ça. Donc, très intéressant pour certaines entreprises. Il y a énormément d'argent qui peut se récupérer. Après, par contre, il faut littéralement construire et lancer 4000, au moins 4000 satellites, il me semble. Non, leur premier déploiement qu'ils voudraient faire, c'est avec 2000 et des satellites. Ce serait vraiment la première phase utilisable. Ils couvriraient pas tout. Par exemple, ils couvriraient pas parfaitement l'hémisphère. Enfin, pas l'hémisphère nord, mais genre le nord pur. Donc, par exemple, si vous habitez en Alaska, non. Si vous habitez en Suède, même, vous auriez des problèmes pour information. Mais par contre, si vous habitez oui, dans tous les États-Unis, la plupart des pays, ils l'ont vraiment optimisé en fait pour que la couverture soit la meilleure pour l'hémisphère nord, mais surtout l'hémisphère nord où il y a le plus d'habitants possible. Donc c'est très intéressant. Moins intéressant pour vous, pour nous, hein, surtout même pour les Français, parce que vous avez déjà des connexions Internet qui, comparé au monde, je vous le jure, comparé au monde, vous avez des très bonnes connexions Internet. Bon, à part si vous habitez à la campagne, mais bon, ça pourrait être très intéressant. Et du coup, plus tard, ils pourraient même offrir des services en France, s'ils obtiennent les bonnes autorisations et tout ça. Donc ouais, plutôt intéressant. On verra ce que ça donnera. Oui, apparemment, l'orbite de base qu'ils avaient donné, c'était 1100 km et 1300 km, donc vous voyez que c'est beaucoup plus bas. Il y avait justement la truc avec les Space Debris. Si vous voulez lire cette news, elle est plutôt intéressante, c'est en anglais par contre. Mais bon, voilà, plutôt intéressant. On verra ce que ça donnera, on verra si SpaceX y arrivera. S'ils y arrivent, tant mieux pour eux. S'ils y arrivent pas, ben, tant pis. Et enfin, une dernière news, c'est plutôt... je lis pas mal Ars Technica, je pense que vous avez dû le voir dans les Texama Show, vu que c'est littéralement l'un des sites où on le voit le plus souvent. C'est parce que je trouve que c'est un très bon site, ils ont des très bons articles. C'est en anglais évidemment, mais moi j'arrive à parler anglais, surtout lire, c'est aucun problème pour moi, donc je lis pas mal de trucs en anglais parce que, je vais être très honnête, on a souvent du meilleur contenu en anglais. Même si via cette chaîne, j'essaye d'avoir du bon contenu aussi en français, donc merci pour ceux qui soutiennent la chaîne. Dans tous les cas, ils ont un truc très intéressant qui est, chaque semaine, ils font un récapitulatif de ce qui se passe dans tout ce qui est spatial. Et c'est très intéressant. C'est en anglais, mais c'est très intéressant. Par exemple, ils parlent de petites fusées. Donc là, on a Rocket Lab, par exemple, qui a fait son premier lancement
commercial qui n'était pas de test et ils l'ont réussi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Rocket Lab, je vous rappelle, c'est la compagnie qui fait des petites fusées. Vraiment, enfin, elles sont pas petites par rapport à vous, mais elles sont petites par rapport aux vraies fusées, donc elles font quand même genre un peu plus de 10 mètres de haut. Et c'est des fusées toutes noires en fibre de carbone, je vous rappelle. Et elles sont très intéressantes. Elles permettent de lancer des tout petits satellites qui, du coup, n'ont plus besoin de devoir... Parce que quand vous voulez lancer un satellite, vous devez acheter une grosse fusée. Et le problème, c'est si vous voulez juste mettre un petit satellite dans l'espace, vous devez littéralement attendre que quelqu'un mette un gros satellite dans l'espace et qu'il y ait un peu de place à côté. Vous voyez, genre c'est du covoiturage, vraiment. Sauf que c'est vous qui devez vous plier à la demande de n'importe qui. Mais là, avec un lanceur pareil, ils peuvent lancer des petits satellites. Et ils en ont même lancé, genre, je ne sais plus combien, mais ils en ont lancé genre 6, 7 en même temps. Donc c'est plutôt honnête, hein, franchement, comme lancement. Donc voilà. Ça, c'était justement un des trucs les plus intéressants. Ils ont apparemment récolté pas mal d'argent. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de news par rapport un peu à tout, hein. Il y a le programme, les programmes spatials de chaque pays un petit peu. Il y a toutes les roquettes un petit peu. On parle aussi du Japon, vous voyez. SpaceX, qui a apparemment reçu une autorisation pour s'occuper des missions les plus sensibles aux États-Unis. Donc ils ont atteint la catégorie 3, donc ça leur permettrait même de transporter des trucs militaires hyper importants. Donc ça, c'est très bien pour eux, pour faire plus d'argent, évidemment. Ariane Group qui a apparemment coupé 2300 jobs. Ça, c'est pas une bonne news, mais ça arrive parce que la concurrence SpaceX fait mal, donc c'était prévisible. La Russie qui a apparemment des grosses prévisions de lancement. Donc vous voyez, c'est pas mal pour avoir d'avoir des grosses news, enfin un résumé de news plutôt intéressant qui est plutôt bien fait sur à peu près tout, vraiment tout quoi. Alors je sais qu'il y a des chaînes FR qui existent, hein, je vous rappelle, c'était la Minute Spatiale qui existe. Bon, eux ils font pas des news tout le temps, mais c'est une très bonne chaîne que je vous recommande. Mais bon, là, ce que j'aime bien, c'est que ça sort exactement chaque semaine, toujours à peu près le même jour. Et genre, les news sont plutôt bonnes. Et ils disent aussi les prochains lancements. Vous avez notamment Soyuz, Antares et une Falcon 9 qui décollera de la côte ouest. Il y a eu un lancement SpaceX, d'ailleurs, voilà, 1 ou 2 jours par rapport à au tournage de la vidéo, qui s'est plutôt bien passé. Et c'était le premier lancement depuis très longtemps, 2 jours. Donc, on a enfin des images de jour depuis pas mal de temps. Donc, c'est plutôt sympa. Il y avait aussi une news qui était apparemment, oui, au niveau de la nouvelle, le nouveau lanceur de la Chine, de gros lanceurs, hein. Ici, on est dans la catégorie Heavy Rocket, donc c'est les grosses roquettes. Donc la Chine a montré son premier, justement des premiers trucs. Donc là, c'est pour une mission lunaire, hein. La Chine est très fixée pour faire des missions lunaires. On avait parlé d'une news où ils avaient mis un rover sur la Lune, et du coup, ça pourrait permettre d'amener jusqu'à 25 tonnes sur une trajectoire jusqu'à la Lune et 70 tonnes en basse orbite. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, hein, pour information. Donc, go la Chine, je suppose. Bon, ils font pas toujours les meilleures choses au monde, mais moi, je suis pour n'importe quelle personne qui essaie de faire des trucs bien dans l'espace, même si évidemment ils font ça aussi d'un point de vue militaire, on va être très honnête. Mais bon. Dans tous les cas, on va rester là pour cette vidéo. Il y a juste un dernier truc. Un nouveau segment qu'on va avoir dans le Texama Show, c'est en début de chaque épisode, je ferai une correction par rapport à ce que j'ai dit, si j'ai fait des erreurs ou autre chose, par rapport à ce que vous m'avez dit. Évidemment, je vais vérifier si vous me corrigez sur quelque chose, je vais vérifier quand même votre correction. Donc, je vais corriger votre correction s'il y a un problème. Et aussi, on parlera certainement des commentaires qui posaient des questions assez intéressantes et tout ça. J'essaie de toujours lire les commentaires quoi qu'il arrive, mais il y a des fois des commentaires très intéressants que je ne peux pas toujours répondre en commentaire, que j'aimerais parler en fait. J'aimerais le parler, donc ça, ce sera un nouveau segment qui sera certainement au tout début de vidéo à chaque fois. Évidemment, vous avez la table des matières pour le skip si vous n'aimez pas, et ça vous permettra de juste avoir quelques retours en plus. Notamment, un des commentaires que j'ai vu le plus dans la dernière vidéo, c'était à quand la prochaine config de la semaine. Alors j'avais arrêté un peu les configs de la semaine parce que les prix au niveau carte graphique étaient juste trop abusés. Maintenant c'est plus trop le cas, vous avez dû voir, ça a pas mal diminué. Donc on fera certainement une config de la semaine prochaine. Par contre, j'ai plus forcément envie de l'appeler config de la semaine, je vais être très honnête, parce que c'est plus vraiment la config de la semaine. Donc je vais plutôt l'appeler genre comme c'est l'est. Genre si je fais une config gamer 900 000 euros,
Je vais l'appeler bêtement comme ça, et puis je vais juste mettre le mois de l'année, genre novembre 2018, vous voyez, pour juste donner une indication de temps de quand elle date, cette config. Parce qu'évidemment, une config a une date de péremption, selon moi, c'est qu'au bout d'un moment, c'est plus très intéressant. Et en ce moment, c'est très intéressant de commander, par contre, parce que tout est sorti chez Intel niveau processeur. Chez AMD, il y a encore un bon bout de temps quand même avant qu'on ait Ryzen 2. Et niveau carte graphique, tout est sorti. Hein, la RX 590 est sortie. AMD n'a rien d'autre de prévu. Donc il y a tout qui est sorti, tout qui est à peu près au prix où ça devrait être. Bon, les processeurs Intel sont très chers en ce moment, mais bon, ça c'est pas de ma faute, quoi qu'il arrive. Donc, on fera une config de la semaine. Ce mercredi peut-être, certainement. Bon, ça s'appellera plus config de la semaine. Bon, je continuerai de dire les configs de la semaine pour que vous sachiez exactement ce que c'est, mais ça n'aura plus forcément ce nom-là. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.